Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec mes camarades de la première heure. Bonsoir Catherine Ney. Bonsoir Pierre, bonsoir à tout le monde, bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir Olivier d'Artigol. Bonsoir Pierre. Et bonsoir à Patrick Martin. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes président du MEDEF. Dans quelques jours, mardi précisément, s'achève le fameux conclave sur les retraites. Nous sommes dans une situation économique à tout le moins difficile. On va en parler également. Ce conclave, sur quoi va-t-il se conclure et qu'est-ce qui va en suivre ? Très difficile de faire un pronostic à ce stade. Nous, ce qu'on a mis en perspective et qui est corroboré, je dirais, par un récent sondage Ipsos, c'est que les priorités des Français, c'est le pouvoir d'achat et l'avenir des régimes sociaux. Donc nous, on a fait des propositions. En matière d'économie aussi, il y a aussi la lutte contre l'insécurité et il y a beaucoup de preuves aujourd'hui dans l'actualité. Pardon, j'ai cité les deux priorités, les deux premières Exactement. priorités, si l'on peut dire. Donc nous, on a voulu prendre ça en compte. On a voulu prendre en compte notre souci que la démocratie sociale fonctionne mieux que la démocratie politique à ce jour, donc assumer nos responsabilités, mais en ne perdant jamais de vue que notre pays est dans une situation de grande fragilité financière, nos finances publiques, et donc il n'était pas question pour nous de contribuer à creuser les déficits. Voilà, donc on a fait des propositions, je pense, très ouvertes, très constructives sur l'usure au travail, sur la gouvernance des régimes de retraite, sur les carrières des femmes, sur la prise en compte des incapacités permanentes. Je pense que c'est une offre qui est recevable. Est-ce que, ce qui est quand même marquant, c'est que vous refusez de reculer sur l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Pourquoi ? Et est-ce que vous ne pensez pas que c'est le marqueur principal et que ce que vous proposez, ce sont des lots de consolation ? Écoutez, nous on essaie de prendre en compte une logique économique, et il est évident qu'il faut qu'on travaille plus. Envoyer un signal et appliquer une réalité qui conduirait à travailler moins, eh bien ça ne répondrait pas. C'est pour ça que je les citais, ces deux attentes de nos concitoyens, le pouvoir d'achat, l'avenir des régimes sociaux. Ce n'est pas compris par tout le monde comme ça. Non, mais je voudrais insister sur un point qui n'est de notre fait pour partie, n'est pas suffisamment pris en compte dans le débat. Un des avantages du report de l'âge de départ en retraite, c'est qu'on génère plus d'emplois, on génère un taux d'emploi supérieur, donc on génère plus de richesse. Notre pays a besoin de créer de la richesse. Et ça, c'est automatique parce que Emmanuel Macron, lui, elle a compté sur la croissance. Aujourd'hui, on a une croissance de 0,1 et comme dirait une de mes amies qui est chef d'entreprise, 0,1 de croissance, c'est essayer de faire du surf sur un étang. Il y a un peu de ça, et surtout par comparaison avec ce qui se passe à travers le monde. Mais moi, je voudrais insister sur les bonnes performances qu'ont un certain nombre de nos pays voisins à l'intérieur de l'Europe, parce que c'est trop facile d'accabler l'Europe. La Pologne va être à 3,5% de croissance cette année, l'Espagne à 3%, l'Allemagne est en train de redémarrer d'une manière assez spectaculaire. Pourquoi ? Et nous, alors, parce que le gouvernement a mis en place des dispositifs d'attractivité et de compétitivité. Il vient d'annoncer 46 milliards d'euros de mesures de soutien aux entreprises. Et où est-ce qu'il les trouve ? Alors les Allemands ont eu la sagesse de bien gérer leurs finances publiques. Donc ils ont des marges de manœuvre. J'insiste là-dessus. Au même moment où en France, en 2025, les entreprises ont été accablées de 13 milliards d'euros de charges et d'impôts supplémentaires, les Allemands annoncent donc 46 milliards de soutien aux entreprises. Un taux d'impôt sur les sociétés qui va descendre à 10%, des mesures d'amortissement accélérées sur les investissements. Je pense qu'ils sont dans la bonne trajectoire et nous, il faut qu'on soit très attentifs à ne pas aller à revers de tout ce que font de bien, d'efficace les autres pays. Et ces autres pays travaillent plus. Je comprends ce soir que vous voudriez être allemand, Patrick Martin. Olivier d'Artigol. Que proposez-vous, Monsieur le Président, concernant le taux d'activité des seniors ? Parce qu'une chose est de proposer de travailler plus longtemps, mais nous sommes, en comparaison à d'autres pays européens, très en retard sur le taux d'activité, par exemple, des plus de 60 ans, et une part très importante de salariés, quand ils liquident leurs droits, quand ils partent à la retraite, ne sont déjà plus en activité. Est-ce que vous avez de nouvelles propositions à mettre sur la table sur ce dossier-là ? Alors je vais me permettre déjà de rectifier un petit peu ce que vous avez dit. Dites-moi. On était en retard également sur les 55-60 ans, Oui. grâce aux précédentes réformes des retraites, mais à un certain nombre d'autres dispositifs. J'y reviendrai. À 60 ans. Nous avons dorénavant un taux d'emploi chez les 55-60 ans supérieur à la moyenne européenne. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Le fait de reporter l'âge de départ en retraite, c'est mécanique, ça accroît le taux d'emploi, en l'occurrence chez les seniors, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet horizon. Pour l'entrepreneur et pour le salarié lui-même, le fait de se projeter dans l'avenir, ça incite à travailler plus longtemps. Et par ailleurs, encore en novembre dernier, nous avons signé un accord que je trouve assez puissant avec les organisations syndicales qui permet de mieux anticiper les fins de carrière sur le plan de la santé, sur le plan des compétences. Donc oui, il y a un faisceau de dispositifs à mettre en place, mais moi je suis très confiant. Et je vais vous dire pourquoi je suis très confiant. De toute façon, la démographie fera qu'on aura de plus en plus besoin des seniors. Catherine Ney. Aujourd'hui, si la gauche, notamment la CGT, veut mobiliser, je veux dire, il n'y a qu'un mot d'ordre, c'est les retraites.
pour faire sortir. Alors, ça n'a pas été un grand succès, bon, mais je veux dire, c'est incroyable, c'est une maladie française, ça, pour les syndicats. D'ailleurs, la CGT n'a pas assisté, n'a pas assisté au conclave. Au début, puis elle est pas. Oui. Et là, est-ce que vous avez l'impression que les discussions qui ont eu lieu, où il y avait la CFDT, là, il y a des... Première centrale de France, la CFDT. Oui. Est-ce que vous sentez que une évolution des esprits et que l'exemple des autres pays européens fait réfléchir l'ensemble des participants au conclave? Patrick Martin. Écoutez, le MEDEF s'y applique dans le débat public, mais s'il n'y a pas cette prise de conscience généralisée qu'on finit par être dans un monde d'illusions avec l'argent magique, on va être rattrapé par la patrouille. C'est évidemment ce que le MEDEF veut prévenir, c'est-à-dire qu'on prenne des mesures sérieuses, autant que possible partagées, inspirées par ce qui se passe de bien, je le redis, dans des pays voisins qui sont des démocraties libérales, pour certaines socialistes, je tiens à le souligner. Ce que je viens d'indiquer en Allemagne, il y a une coalition qui inclut les socialistes. Donc voilà, nous on ne demande pas de faire des triples saltos arrière. Et si par malheur on doit en arriver à l'extrémité d'une mise en défaut de la France parce que ses finances publiques seraient encore plus délabrées, eh bien, on ne pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. J'insiste sur un point, si on revenait aux 63 ans, je ne parle même pas des 62 ans, on creuserait encore le déficit des retraites de 10 milliards d'euros par an. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, deuxième préoccupation de nos concitoyens, l'avenir des régimes sociaux. Il y a une chose que vous changerez pas, Patrick Martin, c'est les socialistes français. Les socialistes français ne sont pas les socialistes allemands, de la même façon que les Grünen ne sont pas les écolos, vous l'aurez bien compris. Comment ça s'est passé dans le conclave? J'allais dire, l'ambiance, vous savez, on aimerait tous être une petite souris cachée derrière un mur pour voir comment est-ce que le patron du MEDEF discute avec la CFDT, avec les quelques autres syndicats qui sont restés, parce que Catherine a eu raison, Madame Binet est partie pratiquement immédiatement. FO est parti, le premier. Mais pour des raisons, de désaccord sur l'organisation de ce conclave. Nous, on aurait préféré, moi y compris... Quelle est la teneur des discussions? Vous auriez préféré, vous compris quoi qu'on nous laisse discuter entre nous. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà. Mais là, les ministres s'en sont moins mêlés quand même de ce conclave, où il y avait Matignon derrière qui... N'en soyez pas offensés, mais le fait qu'à la sortie de chaque réunion, il y a des micros tendus, immanquablement, ça fige les postures, et donc ça nuit un petit peu à la spontanéité, et je dirais à la sincérité. Il fallait un vrai conclave, on ne dit rien. Voilà. La chapelle Sixtine. Alors, pour répondre à votre question, on a des désaccords de fond, encore à ce jour, encore sur les retraites, mais moi je voudrais insister Inexorables ou Non, ils sont surmontables de mon point de vue, mais moi je voudrais insister sur le fait qu'on se parle et on se respecte, y compris dans nos désaccords objectifs. Il n'y a pas de message, mais il y en a un quand même. Dans un instant, avec Patrick Martin, le président du MEDEF sur Europe 1, on parle de la situation économique du pays. À tout de suite sur Europe 1. 19h, 21h. Europe 1 Soir. Europe 1 Soir. 19h, 21h. Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie de Catherine Ney, d'Olivier d'Artigol, du président du MEDEF, Patrick Martin. Vous voyez, dans le flash d'information de quelques secondes de Maël Hassani, on a un tour d'horizon de ce qu'est la France. Aujourd'hui, on a un gamin de 14 ans qui tue une surveillante avec un couteau de 34 cm. On a des droits de douane avec Trump qui sont pas encore tout à fait décidés. On a la fermeture des magasins Casa, encore une liquidation judiciaire. Je sais pas, vous êtes meilleur comptable de ce sujet que moi sur le nombre de fermetures de magasins, d'entreprises qui ferment chaque année. Vous parliez tout à l'heure de l'Allemagne qui sort d'un coup d'un seul 46 milliards pour j'allais dire faire un soutien aux entreprises. On compare l'incomparable, Patrick Martin, on cherche, j'entends ce chiffre de 40 milliards comme à l'époque il y avait Alibaba et les 40 voleurs, là j'ai l'impression que c'est le gouvernement et les 40 milliards, on cherche ces 40 milliards, sachant que vous et moi savons très bien que c'est beaucoup plus qu'il faut. Écoutez, si déjà ce sont 40 milliards, ça sera un commencement. On sait où les trouver. On sait où les trouver, on ne sait pas comment les trouver. Je veux dire par là que ce paysage politique tellement fracturé, tellement sous pression de l'échéance présidentielle de 2027 est en grande difficulté pour prendre des décisions éclairées et courageuses. Et pour nous, entrepreneurs, je pense pour l'économie du pays d'une manière générale, tout ça devient extrêmement dangereux. Parce que relativement, on est en train de décrocher. Et moi, je souhaite bon courage, c'est un peu provocateur ce que je dis, mais je l'assume. Je souhaite bon courage à qui prendra la présidence, gagnera la présidence de la République en 2027, parce que si les choses continuent comme ça, cette personne, quelle qu'elle soit, récupérera un pays en grande difficulté. Il faut prendre des décisions. Olivier d'Artigol. J'ai souvenir que votre prédécesseur en 2017, au début du macronisme, avait évoqué un rêve éveillé.
C'était le moment de la politique de l'offre, le moment des annonces sur la fiscalité sur le capital. Comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui décrire la fin du macronisme, les 2 dernières années qui s'annoncent? Ce n'est plus le rêve éveillé. De quoi cette période est-elle le nom pour le MEDEF? J'observe que les pays voisins, finalement, ont des politiques de l'offre. Je ne sais pas si on peut les qualifier de macronistes. Donc moi, je ne... Comment ça va avec le président, pour parler plus clairement? Écoutez, on se parle, mais souvent pas souvent, mais j'étais avec lui au Vietnam, par exemple, il y a 10 jours. J'ai des contacts assez réguliers avec le secrétaire général de l'Élysée. On se parle. Enfin, il n'a échappé à personne que dorénavant, du fait de la dissolution, le président a beaucoup moins de prise sur les événements. Mais je pense qu'il a malgré tout une lecture assez lucide de la situation. Et lucide, ça veut pas dire qu'il a la puissance de frappe. C'est ce que j'ai commencé par dire. Oui. Il a moins de prise sur les événements. Donc pour moi, le sujet n'est pas tellement celui-là. Le sujet, c'est de faire avec le gouvernement qu'on a actuellement, avec le Parlement qu'on a actuellement, l'Assemblée nationale, parce que le Sénat reste lisible et prévisible, et c'est très bien ainsi. Et donc je ne vous cache pas que c'est une grande confusion et que ça n'est pas très rassurant pour nous. Catherine Ney. Est-ce que malgré tout, vous avez au moins une bonne nouvelle, quelque chose, un petit coin d'optimisme dans ce ciel nuageux? Oui, parce que Patrick Martin, président du MEDEF. Non, à nouveau, ce que j'observe dans les pays voisins est plutôt encourageant. Ça veut dire qu'il y a une voie de passage, encore faut-il l'emprunter. Oui, chez nous. Et c'est encore ténu, ça mérite à être confirmé, mais par exemple, on a un enjeu énorme sur le prix de l'énergie. C'est un enjeu de compétitivité, c'est un enjeu de souveraineté. Eh bien, il y a sur les dernières semaines des avancées intéressantes entre EDF et certains grands industriels électro-intensifs. Je pense à Aluminium Dunkerque, mais il y a d'autres dossiers qui sont en voie d'avancement. Et croyez-le, pour les industries, c'est un signal très positif. Mais ça veut dire quoi? Décoder ce que vous venez de nous dire? Ah, c'est un peu codé. Non, mais ça veut dire que... Ça veut dire que le prix de l'énergie sera... Non, pardon, c'est un peu technique oui. pour peut-être certains auditeurs. Mais il y a un dispositif de prix préférentiel sur l'énergie pour les industries, pour les entreprises, qu'on appelle l'AREN, et qui disparaît au 31 décembre 2025. Et pour l'instant, il n'y avait pas de solution alternative. Et donc là, on est très intéressé par ça. Il commence à y avoir des contrats signés entre EDF et certains grands industriels, parce que sinon, nos grands industriels partiront, et on ne pourra même pas leur en vouloir. On ne pourra pas les accuser de ne pas être patriotes. C'est tout simplement parce que si on n'a pas un prix de l'énergie accessible, eh bien, ils seront en perte chronique. Mais c'est amusant parce que vous parlez d'industrie, de grandes industries, de grands industriels en France, alors qu'on ne cesse de parler de réindustrialisation. C'est-à-dire que on met en parallèle, je cite toujours les films de Melville et de Claude Sautet quand on voit ces grandes aciéries, ces grandes industries françaises avec les hauts fourneaux. Et puis la France d'aujourd'hui où on a décidé finalement de déléguer à l'Asie du Sud-Est tout ce qu'on avait en France et puis se limiter au luxe, à quelques secteurs français, le vignoble, etc. Sachant que évidemment le fameux knowledge, le savoir-faire peut être très très vite pris et devenir un pays concurrentiel. C'est le cas de la Chine aujourd'hui. Comment est-ce que vous voyez cette réindustrialisation? Est-ce que vous comptez la France encore parmi les pays industriels ou est-ce que, au même titre que sur l'éducation et sur d'autres sujets, on est au fond de la classe? On est sur un point de bascule. Alors nous, évidemment, on est très... Ça veut dire quoi, c'est un point de bascule, Patrick? C'est-à-dire qu'il y a des investissements qui arrivent en France. On peut pas les contester. Ils sont heureux et opportuns, mais en regard, parce qu'il y a eu des erreurs stratégiques de l'Union européenne, de la France elle-même, on a des pans entiers de notre industrie qui sont en train de dépérir. Est-ce qu'il est encore temps de les redresser? Sur l'automobile, il y a une urgence absolue. Oui. Sur le bâtiment, pardon de parler d'industrie pour le bâtiment, mais en amont, vous avez de la sidérurgie, vous avez les cimentiers, vous avez les fabricants d'équipements de la maison, etc. Il y a eu des erreurs, celles-là, françaises, qui ont conduit au dépérissement de cette filière. On peut parfaitement inverser la tendance. Donc c'est très nuancé d'un secteur à l'autre. Mais je vais vous parler du commerce et pas de l'industrie. Mais vous allez voir pourquoi. L'offensive systématique, violente des grands sites de e-commerce chinois sur notre... Chine et Temu, par exemple. Chine et Temu, met en péril ce qui existe encore en France et qui marche bien dans l'industrie du jouet et de la puériculture, dans le textile et l'habillement, car il reste une industrie du textile et de l'habillement, dans la cosmétique. Et donc, à un moment donné, il faut que l'Europe, la France, prennent dans l'urgence des mesures de protection, sans quoi on va balayer tout notre tissu commercial. On peut le faire, ça ? CASA fait partie des conséquences de ce que j'évoque à l'instant. Bien sûr qu'on peut le faire. Mais c'est ce que j'ai dit à Ursula von der Leyen donc vendredi soir, je l'ai dit au président de la République, je le dis sans cesse à Éric Lombard et à François Bayrou. Et vous le dites sur Europe 1 ce soir. Et
et je le dis sur Europe 1, une chose est de prendre acte, autre chose est de décider. Il faut décider, il faut mettre en œuvre ces mesures, il y a urgence. Alors sur le fait de décider, vous l'avez évoqué, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une sous-estimation de la gravité de ce qui s'annonce concernant la filière automobile, emploi direct et l'ensemble de la sous-traitance? C'est un véritable tsunami qui va déferler. Quelle est la réflexion aujourd'hui de votre organisation sur ces échéances à très court terme? D'abord, on est très présent à Bruxelles. J'ai renforcé les moyens du MEDEF à Bruxelles. Je pense qu'on a participé à ce que la Commission européenne suspende un certain nombre de dispositions absurdes, qui conduisaient en particulier à appliquer des amendes colossales par milliards d'euros aux constructeurs européens. Tout ça a été suspendu. Je pense qu'on y était pour quelque chose, les constructeurs eux-mêmes, évidemment. Et la filière automobile avec Mobiliance et d'autres syndicats automobiles. Voilà, donc 13 millions d'emplois à l'échelle européenne. On voit la destruction d'emplois chez Volkswagen. Bon, je pense qu'il faut dans l'urgence revenir sur un certain nombre de réglementations européennes dont l'inspiration était compréhensible, mais dont les modalités et les calendriers sont suicidaires. Mais la question, c'est vrai pour la chimie aussi. Il y a une réglementation en Mais la voiture française, c'est mort Non, je pense que ça n'est pas mort. Mais là aussi, il faut de la stabilité. Enfin, on a une instabilité des dispositifs, en particulier d'encouragement à l'achat de véhicules électriques. Mais c'est vrai des pompes à chaleur. 14 changements de réglementation en 2 ans sur ce qu'on appelle MaPrimeRénov. Et donc, ça devient très dissuasif pour les acheteurs, professionnels ou particuliers. Donc, à partir de là, il y a une conséquence, le marché s'arrête. Les gens attendent de savoir. Eh bien, il faut de la clarté, il faut de la continuité, il faut du soutien à ces filières. Merci beaucoup, Patrick Martin, président du MEDEF, d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce soir.